Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver encore très nombreux pour suivre ces programmes spéciaux. Nous sommes sur ce plateau avec un invité de marque. Lui, c'est le professeur Léon Brino Likoku, professeur de droit public à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences sociales au département des relations internationales. Notre invité est également chargé de l'enseignement à l'université Aix-Marseille et à l'UPC, entendez, une université protestante du Congo. Mais également, il est un ancien doyen de la faculté de droit à l'université de Mbandaka. Bonjour, professeur Léon Brino. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ces plateaux. Merci, de même pour moi. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la première mesure prise par le nouveau patron de l'ESU, enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Il prend la toute première mesure, c'est qu'il suspend la vente des supports syllabus. Bon, on pense que cette manière de faire, c'est une façon de commercialiser l'éducation et du coup, ça nivelle vers le bas notre éducation. Mais oui, mais ce n'est pas du nouveau. Il est juste sur les pas de ses prédécesseurs. Déjà, ces deux anciens prédécesseurs avaient pris les mêmes mesures pour interdire la vente des syllabus aux étudiants. Mais le problème qui est là, ce n'est pas seulement d'interdire, parce que les syllabus sont soit et reconnus. Même quand vous lisez le Vade-Mecum, dans son article 1.13 et paragraphe 51, on dit que les notes de cours et autres documents pour les copier, le syllabus est un support pédagogique. C'est que le Vade-Mecum reconnaît l'existence des syllabus comme étant un support pédagogique. Et là, le Vade-Mecum va plus loin, il dit que tout professeur doit rédiger un syllabus. Quand un professeur ne rédige pas un syllabus, c'est qu'il n'est pas reconnu professeur. Même pour la passation des grades, on exige au professeur soit un ouvrage, soit des syllabus pour qu'il passe des grades supérieurs. Le vrai problème, c'est que même le Vade-Mecum, dans son paragraphe 52, interdit de conditionner. Le problème, c'est de conditionner l'accès aux cours, la participation aux interrogations ou encore aux examens, de ne pas les conditionner sur base de l'achat de syllabus. Mais ça c'est une pratique, non? Surtout à l'université de Kinshasa. Voilà, mais le problème, ce n'est pas seulement d'interdire. On ne peut pas interdire le syllabus. Même dans une université étrangère, on appelle ça cours polycopié. D'où le syllabus, c'est un support exigé et exigeable. On ne peut pas reconnaître un professeur qui n'a pas de support de son cours. D'où il est dans l'obligation professionnelle de produire les supports. Le vrai problème, c'est la commercialisation, c'est la déviation commerciale. Et je crois que même le chef de l'État l'a dit, c'est la déviation commerciale. Mais il faut résoudre le problème dans le fond. Il ne faut pas seulement s'en tenir à la forme. Ah mais comment voulez-vous, professeur,
on rédige les syllabus comme support pédagogique, vous l'aviez dit, et puis on les distribue aux étudiants sans qu'ils donnent l'argent et qu'on sort. Nous sommes dans une planète internationale mondiale. Le Congo n'est pas en dehors des systèmes qui se pratiquent dans d'autres pays, sous d'autres cieux. La pratique ailleurs, c'est quoi? Là où moi, j'ai étudié. C'est-à-dire, l'étudiant, quand il paye son minerval, il y est inclus, parce qu'il y a des lignes, il y est inclus la participation à la bibliothèque, autant, les supports, les cours polycopiés, autant, et la sécurité sociale, autant. Le vrai problème, il est là. Et là, je lance un défi aux parents qui disent que c'est cher, qui aujourd'hui, comme frais académiques. Et là, on fait de l'amalgame. Oh, les frais sont chers. Non. Parce que les parents sont maintenant, ils seront appelés, parce qu'on ne peut pas ne pas produire les syllabus, ils seront appelés de payer dans les frais scolaires les frais de la documentation. Ça, c'est l'étudiant, il paye. L'université a l'obligation d'organiser un service de reproduction, comme cela se fait dans toutes les universités du monde. Là, vous allez déjà dans les conséquences de cette interdiction de vente des syllabus par les professeurs. Puisque tous ces frais seront intégrés dans les minervales. Ce n'est pas seulement les conséquences. Parce que le chef de l'État, le ministre a répliqué, le chef de l'État a lancé une idée. C'est un chef. C'est sa vision. Il reste maintenant les modalités d'exécution. C'est ça le vrai problème. Les modalités d'exécution. Le chef de l'État est de bonne foi. Et il a sa vision pour le Congo. Il a entendu le pleur des parents, le pleur des étudiants. Il dit non, à partir d'aujourd'hui, qu'on ne vende plus les syllabus, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de commerce entre étudiants et professeurs. Voilà. Mais maintenant, quelles sont les modalités d'application? C'est ce que moi je suggère. C'est ce qui se fait. Moi, je n'invente rien. C'est ce qui se fait sous d'autres cieux. Et là, maintenant, l'université a l'obligation de reproduire les syllabus. Pour chaque cours? Ben oui, parce que chaque professeur est dans l'obligation de produire les publications, les supports. Là, maintenant, il y a aussi une responsabilité de l'État. L'État, pour sa part, il doit allouer aux professeurs les primes de recherche qui devraient être incorporées dans les salaires. C'est la pratique universelle. Moi, j'étais allocataire, c'est-à-dire j'étais en 3e cycle à Aix-en-Provence et j'ai bénéficié d'une bourse qu'on appelle l'allocation de recherche qui m'obligeait de surveiller et d'accompagner les étudiants pour les travaux, les TP qu'on appelle les TP et les TD. Je percevais cette bourse. Et dans la bourse, y compris l'accompagnement des étudiants aux travaux pratiques. Les professeurs perçoivent non seulement dans leur salaire la prime pour la recherche, mais aussi la prime pour la participation à des conférences et à des recherches à gauche, à droite. Donc c'est à cela que vous attendez les gouvernements. Absolument. Donc au-delà de l'interdiction de vente des syllabus, il doit aller plus loin. C'est-à-dire... C'est ça la pratique. Allouer des primes pour la recherche et pour les professeurs. Parce que la reproduction scientifique, c'est une œuvre. C'est une œuvre scientifique. Et le droit privé, il y a ce qu'on appelle le droit d'auteur. Dans une œuvre scientifique, toute production scientifique a un prix. Et renseignez-vous, un professeur qui publie, il doit faire des recherches, il doit se documenter. Et tout cela, ça coûte cher. Alors, vous pensez que l'État est allé vite en besogne, non? En interdisant avant qu'il puisse
allouer des primes de recherche. Pourquoi il est allé vite en venant? Non, parce que ça c'est faisable. L'État a tous les outils. Une fois qu'il interdit, il peut faire des accompagnements. Bon, c'est question de volonté politique. Imaginons, ce n'est pas sorcier. Parions qu'on arrive au mois prochain ou 2 mois, 3 mois plus tard, l'État n'alloue pas cette prime de recherche alors qu'il a déjà interdit la vente des syllabus. Vous, professeurs, vous allez organiser un mouvement de grève, mécontentement et consorts. Mais pourquoi on doit se mécontenter? Non, je ne pense pas. Mais puisque vous produisez des œuvres d'esprit qui ne sont pas primées. Écoutez, si l'État n'accompagne pas, c'est-à-dire si l'exécutif n'accompagne pas la décision du chef, c'est qu'il a saboté la décision du chef. Il a saboté la décision du chef. Et vous observerez quel comportement? Ben, quel comportement voudrez-vous que les professeurs observent? Les professeurs sont les exécutants. Ils respectent le mot d'ordre du chef. Les universités vont se mettre en marche. Elles vont, et elles aussi, se prendre des dispositions pour accompagner la décision du chef. Et les universités ont de l'argent. Je vous dis, les universités ont de l'argent. Elles en trouvent où? Les cas concrets. À l'université de Kinshasa, la simple légalisation d'un diplôme, c'est $10. On met juste un tampon. Où vont ces $10? Il y en a combien d'étudiants qui s'inscrivent à l'université de Kinshasa? Plus de 30 000. 30 000 par an. D'où ça fait déjà plus de $30 000. 300 000 $. Est-ce qu'avec 300 000 $, on ne peut pas construire une imprimerie? Ben si, la machine coûte combien? On peut aussi équiper des bibliothèques. Voilà. À part ça, il y a les droits de dépôt des dossiers qui coûtent aussi $10. Dans les Minerva, tous les étudiants, ils payent $20 pour l'effort de construction. L'INIKI a déjà construit quoi? Moi, je suis à l'INIKI depuis 20 ans. Alors là, vous relancez les débats sur la gestion des... Absolument. Absolument. Des fonds qu'on perçoit chaque année. Il ne faut pas critiquer les professeurs. La critique, elle est facile. Mais qui gère les universités? Ce sont des professeurs aussi. Mais oui, mais écoutez, c'est le comité, ce n'est pas tous les professeurs qui gèrent l'université. C'est le comité de gestion composé de 4 professeurs ou de 3-4 professeurs. La responsabilité revient au comité de gestion. Voilà. D'où la solution est là. Et elle est facile à être exécutée. Au niveau même des universités. Absolument. Absolument. Mais merci beaucoup. Mais tantôt, vous aviez soulevé une pratique déplorable, c'est-à-dire il y a aussi ces professeurs qui vont plus loin. Ils interdisent ou ils conditionnent la participation aux interrogations, aux épreuves, disons-les comme ça, moyennant l'achat des syllabus. C'est aussi une déviation, je voulais dire. Oui, la déviation commerciale, financière, à l'université commence à nous inquiéter. Il n'y a pas que les problèmes de syllabus. Il y a même aujourd'hui les diplômes, même les contenus de cours des professeurs. Il faut qu'on y aille plus loin. Il y a même certains professeurs qui conçoivent les syllabus, mais qui ne savent même pas expliquer le cours. Je viens de lire dans les réseaux sociaux un professeur à l'UPN qui a dicté le cours aux étudiants. On ne dicte pas le cours. On explique. On explique le cours. Il y a certains professeurs qui ne s'éloignent même pas de leur syllabus. Mais c'est quoi ça? Moi, quand je viens donner cours, je ne lis jamais. Alors là, vous remettez en cause mais c'est tous les systèmes. La formation de ces professeurs. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le chef de l'État vient de lancer une idée et il faut absolument qu'on revoie les systèmes universitaires dans son ensemble, les contenus de cours, la passation même des diplômes. Il y a des choses qui se font aujourd'hui. Moi, j'ai suivi où les gens ont voulu se battre juste pour diriger
une thèse. Il y a eu des discussions depuis de 2 séances de réunion où on s'est battu juste pour diriger une thèse. Comment les professeurs peuvent se battre pour se chamailler sur la direction d'une thèse? Ils en tirent profit, ça. Mais voilà la commercialisation. Moi, j'ai vécu des cas où je suis membre d'un jury de thèse et in finish, on m'a écarté parce que j'avais exigé des correctifs au récipiendaire qui ne me l'a même jamais présenté. Et le jour de la soutenance réelle, j'ai été surpris d'apprendre qu'elle a eu lieu sans qu'on me fasse signe. Voilà toutes ces pratiques honteuses qui sont décriées aujourd'hui au sein de l'université, doivent trouver des réponses. Et l'autorité doit s'y intéresser. Je vais vous dire une chose, parce que ne nous limitons pas seulement à l'affaire de la Bible, des syllabus. Non, c'est à tous les systèmes. Vous savez que si on veut anéantir un pays, on touche quoi? On touche la science, on touche l'éducation. Aujourd'hui, notre système d'éducation a déjà touché les pavés. Il est devenu trop bas. Donc il faut une vraie réforme de l'enseignement en RDC. Vous êtes un acteur dans les systèmes, donc vous êtes professeur. Je suis un maillon. Un maillon, oui. Vous êtes à l'aise de parler de la faiblesse du système mais si on ne parle en lieu public? Si on n'en parle pas, on concourt. C'est une façon pour vous d'interpeller l'autorité. Absolument. L'autorité doit s'intéresser. Vous savez, je vais vous dire une chose. Une fois, j'ai participé à un séminaire sur la composition des cours à l'université. On avait réuni les professeurs de l'Inikin et les professeurs de Inilou. Alors, arrivé au cours du séminaire, on a abordé un cours que moi j'ai donné à l'Inikin. À l'époque, le cours s'appelait le droit international de communication. Et moi, quand on m'a donné ce cours, j'ai dit non. Nulle part au monde, aujourd'hui, on parle de droit international de communication. Mes aînés ont voulu m'étouffer pour me dire non, mais c'est ça les programmes donnés par les ministères. J'ai dit non. Nulle part au monde, on parle de droit international de communication. Heureusement, j'ai été soutenu par un collègue de l'université de Lumbashi qui a dit oui, le professeur Likoko a raison. Moi, j'ai proposé à la place de droit international de communication, le droit international des espaces. J'ai été soutenu seulement par le collègue de l'INILU. Jusqu'aujourd'hui, le cours officiellement sur le programme, ça s'intitule le droit international de communication, mais vous trouverez ça nulle part au monde. Dans aucune université du monde, il y a ce cours. Même si les aînés qui, à l'époque, n'étaient pas d'accord avec vous, donnaient ces cours, mais ils se limitaient seulement à l'ancienne convention de Montego Bay. Qui avait statué sur le droit de la mer. Mais aujourd'hui, le droit dont on parle là n'est plus limité au droit de la mer, mais plutôt à l'occupation des espaces internationaux. Voilà des choses comme ça, des sujets comme ça, que nous devrons aujourd'hui mettre sur la table. Ça devait faire objet de débats. De débats. Oui. Et qu'il y ait vraiment une vraie réforme. Pour rehausser les niveaux. Absolument. Qu'il y ait une vraie réforme du système universitaire congolais. Et c'est bien du contenu et aussi de la procédure. Je reçois sur ce plateau le professeur Léon Brino Likoku, professeur de droit public à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences sociales, au département des relations internationales. Il est également chargé des enseignements à l'université Aix-Marseille et puis à l'UPC, Université protestante du Congo. Il est également un ancien doyen de la faculté de droit à l'université de Mbandaka. Professeur. Et je vais vous dire une chose.
C'est moi l'initiateur et celui qui a donné le cours de DIH à l'université protestante au Congo. C'est moi qui ai donné ce cours, le premier qui a donné ce cours. C'est moi qui ai même initié la coopération entre l'université du PC et les CICR. Merci beaucoup, c'est bien noté par ceux qui nous suivent. Je voulais dire que, en tout cas, les 4 derniers gouvernements, dans les 4 derniers gouvernements, ceux qui ont occupé la tête du ministère de l'ESU ne sont pas professeurs. En tout cas, de l'avis de beaucoup d'observateurs, ils pensent que c'est aussi un autre mal pour notre système éducatif. Ils souhaitaient voir à la tête de ces ministères les professeurs qui connaissent mieux les réalités du système pour évidemment niveler vers le haut notre éducation qu'on a toujours taxée de très basse. Je vais vous faire une révélation. Toute jeune, j'ai commencé la politique au sein du Parti socialiste français. En 82, quand je suis arrivé en France, il y avait le gouvernement de l'Union de la gauche, dans lequel Pierre Mauroy était Premier ministre. Et il a fallu qu'on fasse la politique de la gauche. Mais cette politique avait échoué et qu'à la fin des comptes, Mitterrand s'est séparé avec le parti communiste et il a mis en place un nouveau gouvernement dont à la tête Laurent Fabius qui à l'époque n'avait que 26 ans. Il était le plus jeune Premier ministre dans l'histoire française. Mais on a vu ce que Fabius a fait. Après, c'est Bérégovoy qui est arrivé. Mais qu'est-ce qu'on avait dit de Bérégovoy qui n'était pas énarque? Bérégovoy n'avait pas de diplôme requis pour être Premier ministre. Parce que dans la tradition française, ce sont les énarques qui sont des ministres et qui occupaient plus le poste de Premier ministre et consort. Mais Bérégovoy avait étonné la France. Il a été le meilleur Premier ministre. Tout d'abord ministre des Finances français. Il était le meilleur ministre des Finances français jusqu'à devenir Premier ministre. D'où, c'est vrai, on peut déplorer certaines politisations de l'ancien gouvernement et surtout de certains ministres qui ont voulu faire du populisme. Mais un ministre, c'est celui qui a des idées. Pour avoir les idées, il ne faut pas être universitaire, docteur. Non. Chacun de nous a quelques idées dans un domaine précis. Et je pense que le nouveau ministre qui est arrivé, parce qu'il ne faut pas que les ministres soient les exécutants. Non. Un ministre n'est pas un exécutant. Un ministre, c'est celui qui conçoit. C'est-à-dire, la politique, c'est quoi? C'est la science, c'est la réflexion sur la vie de la société. C'est ça qu'on appelle politique, dans le vrai sens littéraire du mot. D'où, les ministres qui arrivent doivent concevoir, doivent marquer son passage, doivent avoir des idées dans ces domaines, même s'il n'est pas universitaire. Il a une certaine idée, qu'il est entouré, mais il est entouré par les conseillers. Et quels sont les rôles des conseillers? Ce sont eux les techniciens. Lui, il a une idée. C'est comme le chef d'État a dit. Plus question de la vente des syllabus. Voilà. C'est-à-dire la non-commercialisation des syllabus. La non-commercialisation sauvage. Même comme le président, il est ce qu'il est. C'est un monsieur très modéré qui ne dit jamais de gros mots. Mais moi, je crois que c'est ce qu'il voulait dire. La non-commercialisation sauvage des syllabus. Il a lancé l'idée. Quitte maintenant à ses conseillers qui vont dire, mais le chef a dit ça, mais comment on va exécuter? C'est la même chose pour les ministres. Il ne faut pas arriver à vivre ce que, par exemple, le ministre Mbika avait fait. Il arrive à l'INIKI, il dit, à partir d'aujourd'hui, non. On ne paye plus assez tôt qu'on revienne à 92.
le taux de 92, alors que le dollar était déjà à 160. C'est une aberration. Parce que même la Banque centrale appliquait déjà le taux de 160. Mais lui, il voulait nous ramener au taux de 92. À la fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Mais à la fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fallu qu'il y ait négociation. L'État a dû supplier. Voilà. Il ne faut pas qu'on aille vite c'est tel que vous aviez dit, mais qu'on applique le populisme, non. Ce sont des domaines très sérieux. C'est le domaine de la vie de la société, de l'effort même, de la compétitivité d'un État. Un État sans université est un État non compétitif. Un État dont l'université sommeille est un État non compétitif. Il faut réveiller l'université. Et pour réveiller l'université, il faut avoir des idées. Les ministres doivent avoir des idées, et les idées qui vont être débattues et qui vont être accompagnées dans les faits. Merci beaucoup, puisque nous sommes à la fin de ces programmes spéciaux. Un mot par rapport, il a aussi facilité la recherche aux étudiants, qui va aussi profiter aux professeurs en donnant les Wi-Fi de manière gratuite dans chaque site universitaire. Oui, le Wi-Fi, on le trouve presque dans tous les sites universitaires du monde. Et chez nous, ça manquait. Mais bien sûr que oui, ça manquait, mais c'est salutaire. C'est salutaire. Mais le Wi-Fi ne remplace pas, parce qu'on n'a pas trop parlé, on manque le temps. Le Wi-Fi ne remplace pas la documentation physique. Parce que le Wi-Fi, moi j'en ai tous les jours. Mais dans les bibliothèques inline, vous ne pouvez pas faire l'impression. Vous cherchez l'ouvrage, mais on vous demande de payer pour avoir l'accès à cet ouvrage. D'où le Wi-Fi, c'est une très bonne chose parce que ça va permettre aux étudiants, mais c'est là aussi, il faut être sur les sites universitaires. Ça a beaucoup de limites, mais c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. L'expression d'une bonne volonté. Voilà, parce que là au moins, on s'approche. Les pays limitrophes l'ont déjà institué. L'Internet aujourd'hui, c'est le moins cher des instruments de communication. Vous trouverez par exemple en Europe, l'Internet et la communication, c'est 12 €. Avec 12 €. 12 € par mois. Par mois, vous avez l'Internet 24 heures sur 24. Avec 12 €, vous avez le téléphone 24 heures sur 24 et vous vous promenez avec. D'où, je crois que le chef d'État a de très très bonnes idées. Et là, je suis très content parce qu'il a vécu longtemps en Europe. J'ai toujours eu de la peine de voir les gens qui ont vécu en Europe, mais qui viennent ici, qui font pire que ceux qui en sont ici au Congo. Mais lui il se démarque. Voilà, il fait la différence. Moi, je crois que là, je dis bravo à mon chef de l'État. On termine, un dernier mot, s'il y en a. Mais le dernier mot, c'est celui-là. C'est-à-dire... Bravo. Non, celui qui veut anéantir un pays, il passe par l'intelligentsia de ce pays. Et quand votre université, vos écoles ne sont pas compétitives ou compétitives, sache que votre pays ne sera jamais compétitif. C'est bien noté. Nous sommes là à la fin. Chers amis, merci de l'attention soutenue que vous nous aviez accordée. Professeur Léon Brino Likoku, professeur de droit public à l'Université de Kinshasa, faculté des sciences sociales, département RI, relations internationales, chargé des enseignements à l'Université Aix-Marseille, et puis à l'UPC, mais également un ancien doyen de la faculté de droit à l'Université de Mbandaka. Merci encore une fois. Merci et que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève
et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.